Madame Aminata Traoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la pointe du combat contre la mondialisation. Quels sont les effets de la mondialisation sur nos pays africains? Des effets essentiellement destructeurs, si nous tenons compte de l'état des lieux après plus de 2 décennies de réformes néolibérales qui étaient censées favoriser l'ouverture de nos économies, la circulation des biens et des richesses. Nous sommes obligés de constater que le chômage, notamment celui des jeunes, s'est considérablement accru. À partir du moment où on prive les travailleurs de travail et qu'on n'assure pas un salaire décent à ceux qui ont conservé leur emploi, il y a un grave problème qui ne peut avoir que des répercussions sur la qualité, le niveau et la qualité de la consommation, sur l'image que les gens ont d'eux-mêmes et même sur le désir de rester et de vivre chez soi. Une région comme la nôtre et qui attendait énormément des indépendances, mais et plus récemment des transitions démocratiques, c'est désastreux de constater que quel que soit le pays africain où vous vous rendez et quelle que soit la qualité des dirigeants, les réalités sont les mêmes. Vous avez des centaines de jeunes qui sont assis. Dans certains pays, ils passent leur temps à boire du thé. Dans d'autres, ils sont au bar. Ils attendent. Tout le monde attend d'avoir un visa pour pouvoir partir. Alors moi, je me suis dit que cette hémorragie, une région du monde qui perd ses fils et ses filles à ce rythme-là, rend compte d'un processus de déconstruction et de déstructuration qui est d'une extrême gravité. Je l'attribue à la mondialisation qui n'est pas un phénomène nouveau. Et en fait, c'est la suite logique de ce qu'on a pensé être le développement. Il n'y a pas eu de développement. Et maintenant, grâce à un véritable lavage de cerveau, on nous donne l'impression que les prouesses technologiques, la rapidité de la circulation de l'information et de l'argent sont des critères qui déterminent votre participation à la marche du monde. Ce qui nous donne l'impression que nous ne sommes pas dans la mondialisation, parce que nous n'avons pas procédé à tel ou tel type de transformation, se trompe considérablement de défis. Parce que le monde, nous sommes partie intégrante du monde et ça ne se décrète pas à Washington ou à Bruxelles. Maintenant, comment nous nous assumons? Quel est le regard que nous posons sur nous-mêmes, sur l'Afrique? Et c'est à partir de cette perception de vous-même. Cette perception de vous-même détermine la qualité de votre relation à l'autre. Le monde, c'est aussi l'autre. C'est vous-même, votre présence dans le monde, mais la manière dont la qualité, le type de lien que vous établissez avec l'autre et les autres. Mais ça dépend de l'estime que vous avez de vous-même. Et cette estime se cultive tout le long de l'éducation des uns et des autres, parce que nous apprenons à être, on me dit dans notre langue que on vient parmi les gens et le jour où on s'en va, ce sont les gens qui vous accompagnent. L'être est avant tout, avant d'être homo economicus, il est un être social. Alors, le libéralisme économique, c'est-à-dire la logique du profit, entame considérablement l'image de tous ceux et celles qui, pour une raison, n'ont pas réussi à s'insérer dans le système de production. Mais c'est un système qui est verrouillé. C'est le monde qui se porte mal. Et la dite mondialisation est dans l'impasse. Et c'est de ce fait, justement, que nous avons aujourd'hui le droit, la latitude, je dirais même le devoir de rendre compte de l'état réel de notre continent et de nos pays. Alors, il ne sert à rien de se couler dans leur moule
vouloir plaire, malheureusement. Nos dirigeants ne cherchent qu'à plaire à leurs bailleurs de fonds. Mais ils perdent une opportunité et un temps précieux dans ce jeu de séduction qui ne sert à rien, parce que leurs fameux bailleurs de fonds qui sont juges et partis finissent toujours par les lâcher. Moi, je pense qu'il est extrêmement important qu'ils puissent aujourd'hui construire une véritable alliance avec leur peuple. Parce qu'après tout, ce sont les peuples qui les portent au pouvoir. Et c'est précisément parce que nous attendions à un leadership de qualité, à la hauteur des défis nouveaux, que les gens vont aux urnes. Ils se tuent pour faire élire des gens qui les trahissent immédiatement après en appliquant les réformes néolibérales, ces mêmes réformes néolibérales qui condamnent la quasi-totalité de l'Afrique au chômage et à l'humiliation. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas de réformes, mais ces réformes profitent à qui? Est-ce qu'il est normal que nos pays s'endettent dans des projets de réforme de la justice, par exemple, essentiellement une justice qui obéit aux intérêts des milieux d'affaires, quand le citoyen ordinaire, quand les droits des citoyens ordinaires sont bafoués? J'ai l'impression que nous mettons en place, et nous avons des États aujourd'hui acculés, victimes d'une dépendance financière qui est telle que nous pourrons continuer à élire, même Jupiter peut sortir des urnes, il ne changera rien au sort de notre continent tant que nous n'avons pas accepté le principe d'un débat politique. C'est pour ça que nous dans le mouvement social mondial, nous disons que le monde tel qu'il existe aujourd'hui est non seulement dangereux, mais invivable, et qu'il nous faut un autre monde. La diversité culturelle n'est possible que dans une autre perspective, mais pas dans l'état actuel des rapports entre nations et des rapports entre riches et pauvres. Il est clair que l'Afrique, précisément pour n'avoir pas été totalement phagocytée, et a quelques marges de manœuvre. Et tous les aspects de nos réalités qui ne sont pas encore altérés par la logique de l'argent doivent nous permettre aujourd'hui de survivre et de vivre mieux que nous ne le pensons. Mais la balle est dans notre camp. Moi, je pense que la volonté politique et surtout le désir d'écouter davantage les gens ordinaires. Il faut que les élites politiques et intellectuelles descendent de leur piédestal et qu'on reconnaisse que nous nous sommes lourdement trompés de projets de société depuis les années 60 et qu'il ne s'agit pas de transposer l'Occident en Afrique, mais qu'il s'agit pour l'Afrique de s'inventer tous les jours, et Dieu seul sait qu'on en a les moyens. Il n'y a pas un seul registre de l'existence humaine qui ne puisse pas donner lieu à un effort de créativité qui va nous permettre de nous soustraire de la dépendance. Parce que ceux qui ont pris l'initiative, qui ont décrété qu'ils sont riches parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils sont mieux gouvernés, et ont tout simplement réussi à nous déposséder de l'initiative. C'est un vieux débat depuis Frantz Fanon, la question de l'initiative. Et le fait d'être dépossédé fait que nous ne pouvons que nous référer à eux. Ils détiennent les capitaux, les technologies, ils prétendent qu'ils ont les hommes, même si ce sont des conseillers qui nous ont constamment induits en erreur en tirant toujours leur épingle du jeu. Et ces remises en question sont possibles aujourd'hui, après Cancun, après le 11 septembre, après la guerre en Irak. Le monde dit développé est dans l'impasse. Donc l'Afrique doit le réaliser, réagir. Mais il faut aller vite dans la communication. Les gens ne demandent qu'à apprendre. Moi, je me rends compte dans mes conférences, les moindres rencontres, occasions que j'ai de parler dans les langues nationales de ces choses-là, il y a un intérêt réel. Alors, c'est vraiment un mauvais calcul de croire qu'en évitant ces débats-là, on a la paix. Vous avez la paix avec des citoyens éclairés, avisés, qui ne se tapent pas dessus, qui comprennent qu'ils sont tous victimes d'un ordre économique dominant,
qui oblige aujourd'hui leurs décideurs, qui qu'ils soient, à agir dans un sens qui ne contribue pas à l'amélioration de notre situation. Alors, de ce travail d'éducation économique, civique et politique naît une nouvelle citoyenneté. Une citoyenneté qui nous permet tous et à toutes de participer à la recherche de solutions. Un pays comme le nôtre, enclavé, riche de ses cultures, mais qui est dans l'impasse aujourd'hui, parce qu'on nous a encouragés à faire du coton, premier producteur de coton. Vous ne transformez à peine 2% de cette production. Précisément parce que vous vous êtes complu dans l'analyse des autres, ce qu'ils vous ont dit. Et pendant ce temps, votre marché est inondé de fruits. Nos belles couvertures qui viennent de Tombouctou, d'un peu partout, nous ne les utilisons pas. Nous préférons aller au marché, acheter pour moins cher, justement, des rideaux en nylon. Tout est de mauvaise qualité. Les jours de fête ici, il faut voir nos enfants habillés avec des froufrous qui viennent d'Asie. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez le potentiel, la beauté des textiles africains. Rendre compte d'une nouvelle présence va nous amener à revisiter ces savoir-faire, les choix macroéconomiques, mettre au travail le maximum de gens. Rien que dans le tissage, si vous décidez aujourd'hui de transformer une partie, ne serait-ce que 20 à 30% de notre production cotonnière, en misant davantage sur le biologique, le coton biologique. Mais en amont, il faut commencer par dire aux gens que la chemise que vous portez, issue de ce processus de transformation locale, a une histoire qui est une histoire de libération. Une histoire de réconciliation de vous avec vous, de vous avec les vôtres, avec vos paysans, vos artisans. Et que même si cette chemise n'est pas parfaite, et elle rend compte d'une présence diverse, plurielle, et j'aimerais bien que les politiques intègrent cela. Au lieu de dire, si nous ne faisons pas comme ils disent, ils prendront l'argent. Mais tant mieux, qu'ils nous donnent moins d'argent, mais qu'ils respectent nos choix.